Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, en temps universel. Arrivé par vol Air France en mars 2020 au Cameroun, la pandémie du début du 21e siècle, le coronavirus va faire face, comme dans nombre de pays de la planète, à une riposte de la part du gouvernement de la République. À côté de la stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie dévoilée au travers de la déclaration spéciale du Premier ministre chef du gouvernement le 17 mars 2020, l'ordonnance du président de la République du 3 juin 2020 a prévu pour cette même année des mesures d'assouplissement fiscal évaluées à 116 milliards de francs CFA et la création d'un compte d'affectation spéciale dénommé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales doté de 180 milliards de francs CFA. Ce fonds devait servir au renforcement du système sanitaire, permettre la résilience économique et financière, renforcer la recherche scientifique et l'innovation, et enfin permettre la résilience sociale. Le décret du Premier ministre, chef du gouvernement du 22 juillet 2020, fixe la répartition de la dotation du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales entre 24 administrations, pour un total de 131,15 milliards de francs CFA. Le ministère de la Santé publique s'en sort avec la plus grosse enveloppe, c'est-à-dire 45 milliards de francs CFA, suivi par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, 26 milliards. Le ministère des Enseignements secondaires occupe la troisième place sur le podium avec 7 milliards. Pendant que le ministère des Finances boucle la boucle avec 400 milliards de francs CFA. 400 millions de francs CFA, merci. La circulaire du ministère des Finances, du ministre des Finances du 22 juillet 2020 précisait les modalités d'organisation, de fonctionnement et du suivi, évaluation du Fonds spécial de solidarité nationale. Le ministre des Finances était le principal ordonnateur du compte d'affectation spéciale. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Présentée comme toujours par Cédric Noufelet. Je vous retrouve après pour Equinoxoir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Rapport Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid, intervention prompte et efficiente de l'État. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Akwen Nadje. You're welcome. Good evening. Good evening to you, Monsieur Serge Alaoutou. Bonsoir à tous les téléspectateurs de cette chaîne. Je voudrais dire une salutation spéciale à l'Assemblée nationale. Nous savons que nous sommes à une session de budget et je voudrais vraiment interpeller les députés parce que les députés sont les députés de la nation qui ont été votés par les Camerounais. Et si on veut vraiment on veut faire le budget de l'année 2022, on doit d'abord nous faire un bilan du budget qui a été voté pour cette année 2021. Je pense que si on doit avancer, on doit connaître comment l'argent des contribuables des Camerounais sont utilisés. Donc c'est très important de demander aux députés qui ont été votés par les Camerounais pour travailler pour nous parce qu'ils sont payés par notre argent des contribuables. Donc ils doivent nous rendre compte parce que sans compte, on ne sait pas où on va, on ne peut pas avancer sans connaître le bilan de l'année passée. C'est très important. Également, Monsieur Serge Alaoutou, je voudrais en parler de la loi du 15 juin 1968 qui nous parle de la nationalité camerounaise. Ouais. Moi, j'insiste sur ce fait parce que on nous parle de l'émergence 2035 qui veut dire nous sommes en train d'être développés. On doit avancer. Et moi, je pense que la diaspora camerounaise, qui est une diaspora
patriotique, qui aime beaucoup son pays camerounais, doit être donné la place pour pouvoir revenir au pays et investir. Donc je m'adresse surtout sur le sujet de la double nationalité qui est très important. Nous savons que beaucoup les Camerounais qui sortent du Cameroun, ils partent pour chercher leur vie. Et entre-temps, ils sont obligés d'acquérir la nationalité d'un autre pays, pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun, mais parce qu'ils sont obligés de le faire. Et moi, je pense que l'État camerounais, qui est très jaloux de sa nationalité, devrait aussi regarder que on ne peut pas avancer sans notre diaspora. Donc, on doit réviser cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale le 15 juin 1968. Parce que nous savons tous que dans un contexte particulier, hein. Oui, évidemment, c'est ça que je suis en train d'élaborer, parce que M. Serge Alaoutou, nous savons que les lois et la constitution d'un pays doivent marcher pour pouvoir développer le Cameroun. Donc si nous voulons que le Cameroun se développe, on doit admettre que la diaspora camerounaise doit être une force pour notre développement. Et nous savons que le Cameroun est à sa 3e constitution. Et nous avons vu que ça a été amendé déjà 2 fois. Et la loi de 1968 n'a jamais été touchée. Or, c'est une loi qui est très importante parce que nous savons que la diaspora camerounaise est une très grande force pour l'émergence 2035, bien prônée par le président Biya. Également, je voudrais saluer mon ami Eric Tindé. Nous le connaissons tous, c'est un parent pour moi. Je lui envoie une salutation spéciale. C'est quelqu'un qui a cru en moi. C'est votre ami? C'est mon ami, c'est mon parrain, c'est mon frère. Nous sommes tous de Santa. Parrain, ami et mon frère, c'est ce que j'ai dit. Un frère même aussi. Un frère, parce que nous sommes tous de Santa, donc la solidarité d'abord, c'est très important. À l'entrée du Nord-Ouest. Évidemment, Matazan spécialement. Oui, Matazan. Voilà. Donc je l'envoie un coucou spécial également à tous les militants de l'UPC. Comme nous savons tous, l'UPC c'est le seul parti nationaliste au Cameroun. Le parti qui a combattu pour l'indépendance et la réunification du Cameroun que nous jouissons tous aujourd'hui. Donc je les envoie les salutations spéciales. Sans toutefois vous oublier, M. Serge Alaoutou, je vous dis merci pour l'invitation que vous m'accordez chaque fois pour pouvoir amener ma part de contribution pédagogique pour le développement du Cameroun que nous aimons tous. Merci. Voilà, merci Bakwen. Bonsoir Serge Gauthier Onanina. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux populations de Ndokoti jusqu'à PKX, c'est-à-dire 2021 jusqu'à 24. Je voudrais également profiter de cette tribune pour attirer l'attention, interpeller les pouvoirs publics sur les préparatifs de la CAN, parce qu'il faut indiquer que s'il y a un aspect à saluer, celui des infrastructures à la fois sportives, à la fois hospitalières et hôtelières, avec une petite fausse note concernant les routes, il faut dire qu'il y a un côté, puisqu'il y a une bonne campagne sur la canne sucrée, mais il y a un aspect acide qu'il faut corriger rapidement. Le premier élément de cet aspect acide qu'il faut corriger, Serge Alain, c'est celui de la qualité du signal téléphonique. Vous savez que nous allons recevoir des milliers et des milliers de visiteurs de 24 nationalités, des professionnels de la communication et du comité d'organisation, et que ces gens-là vont travailler avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tous les Camerounais peuvent constater avec moi et conclure que depuis pratiquement plus de 2 mois aujourd'hui, le signal du téléphone est dégradé, la connexion de Internet est tatillonne. Donc il est important d'alerter dessus pour pouvoir attirer leur attention. Je voudrais également attirer leur attention sur le désordre urbain, parce que c'est important aussi de savoir que nous allons accueillir des étrangers, des visiteurs, et que cela joue sur notre réputation. Vous savez que... Vous envoyez le message à qui? J'envoie au comité d'organisation. Ça va aux autorités municipales. J'envoie... Ou bien à ceux-là qui... Tous les acteurs. Entre guillemets, le désordre. Tous les acteurs, c'est-à-dire que les autorités administratives, les autorités municipales, mais également les populations camerounaises qui doivent prendre chacune ses responsabilités. Si on prend le cas du trafic urbain, on sait que vous savez, le CHAN et la Coupe d'Afrique féminine sont des compétitions tests qui nous permettent de voir quelles sont les faiblesses et de nous réajuster. Et dans le cadre de la circulation routière, nous avons constaté des embouteillages. C'est pour ça que je voulais saluer le délégué régional du littoral qui a pris des mesures, qui a anticipé sur la circulation. Mais je voudrais dire qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'on communique. Le commissaire Sogoro? Oui, je ne connais pas le nom, dans tous les cas. Oui.
il faudrait que ce soit une mesure globale, c'est-à-dire que la communication... Mais là, c'est par rapport au match oui, mais c'est décisif Cameroun-Côte d'Ivoire. C'est une mesure qui doit devenir un réflexe pendant toute la CAN. Je crois qu'il vous suit. C'est une mesure à la fois collective pour ceux qui organisent, pour l'État du Cameroun, mais c'est également une mesure individuelle, parce que si vous avez l'information sur le trafic à temps, Serge Alouin, vous allez prendre des dispositions individuelles pour ne pas être face à de graves surprises. Donc il y a un ensemble d'éléments sur lesquels il faudrait être très regardant concernant ce champ, parce que, comme Pascal l'a dit, Pascal Boniface le dit toujours, il y a ce qu'on appelle la diplomatie, la géopolitique du sport. Et le sport, vous savez, et c'est par là que je voudrais chuter, si on prend au Cameroun aujourd'hui, on demande à un étranger ou à n'importe qui de donner le nom du ministre des Finances d'il y a 10 ans, ce serait difficile. Mais si on dit à n'importe qui au monde entier, Roger Mila, même s'il n'est pas camerounais, vous dit Cameroun. Donc nous sommes là donc dans ce qu'on appelle la géopolitique et le marketing à travers le sport, c'est important. Voilà, Raphaël Ndougo, bonsoir. Bonsoir Serge Aloutou, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à la maquilleuse, bonsoir à l'équipe technique. Je voulais dire un bonsoir particulier ce soir, parce que lorsque nous parlons... Pourquoi vous détachez la maquilleuse de l'équipe technique? Parce qu'elle n'est pas derrière les caméras comme mon ami Bertrand, j'allais dire Mitterrand dame. Oui. Et donc, elle nous maquille là où vous connaissez. Et quand on arrive ici, les caméras de Mitterrand dame sont donc devant nous. Et puis on les regarde. Il faut saluer ces gens-là. Sans eux, on ne serait pas à l'antenne. Tout à l'heure, Serge Gauthier parlait des embouteillages et tout ce qui va avec. Je voudrais saluer M. Samen du côté de Sable, parce qu'il a un bar là-bas. Lorsque je trouve les embouteillages pour rentrer chez moi, je m'arrête. Et lorsque je m'arrête, il met Equinox Soir et il branche les baffles dans son bar. Je peux vous dire ici que hier, je vous regardais à partir de ce bar. C'est pour dire que les embouteillages, c'est là. Et puis maintenant, nous, on peut trouver un moyen, puisque nous aimons notre émission. Au-delà d'être panéliste, on aime aussi regarder les autres parler. Et du coup, on peut trouver un moyen, au lieu de jouer la musique en longueur de journée. Je crois que M. Samen mérite d'être salué. Maintenant, quand je l'ai fait, je voulais saluer de manière honorable quelqu'un qui s'appelle Eugène Zalé, qui est un aîné à moi, qui est mon camarade syndical et qui est mon collègue, parce qu'il est l'incarnation même de la longue attente. Il va comprendre ce que cela veut dire. Et il est même un livre pour les jeunes qui sont souvent pressés à arriver au poste. Il faut d'abord travailler, mériter. Même à la dernière seconde, vous pouvez être récompensé. Ça, je dis bonsoir particulier à Eugène Zalé. Lorsque je l'ai dit, je voudrais donc finir avec mes bonsoirs, mes souhaits et mes bonsoirs de ce soir à Sa Majesté Ndi Mvong. Il est chef de groupement Mvong Manga 1. C'est quelque part à côté de Nkola Famba, dans la zone de Nkola Famba, mais plus précisément en Kombassi. Pourquoi je lui dis bonsoir? Je n'attends pas que vous me posiez cette question. Tout simplement parce que chef traditionnel, c'est le garant de la tradition. Totalement contraire à ce que les Allemands nous ont imposé il y a plus d'un siècle. Nous qui sommes bantous, nous pleurons dans nos chairs parce que la tradition a un peu foutu le camp. Et du coup, M. Mvon est capable, dit Mvon, ne pas confondre avec les autres Mvon, Sa Majesté est capable de dénoncer lorsque on voit ce que vous appelez en français une cousine et un cousin aller devant M. le maire et que personne ne dit rien. Parce que lui, c'est son droit, c'est son rôle de chef traditionnel. C'est quoi la tradition? C'est que je suis le fils de Bamé Bodé Joseph, paix à son âme. Je suis le petit-fils de Boro Nana, Martin, paix à son âme. Je suis l'arrière-petit-fils de Nambimi, paix à son âme. Il faut être capable de parler de ses ancêtres, de ramener, ou si vous voulez, de parler de son arbre généalogique. Malheureusement, aujourd'hui,
nous ne voyons plus ça. Donc je voudrais lui dire tout ce qui est à mon niveau comme encouragement et dire au sous-préfet de Nkola Famba, dire au maire et tous les officiers d'état civil de cette zone que Sa Majesté a déployé une situation d'inceste pour un mariage qui va se tenir dans les prochains jours. Au-delà de tout, il est question de prendre cela au sérieux et attendre ce mariage devant l'officier d'état civil et poser la question si véritablement il y a les liens de parenté. Peut-être que ce que je dis là va tout de suite m'amener à penser que nous les parents nous sommes fautifs aujourd'hui parce que nous restons avec nos enfants dans les villes et lorsque nous restons avec nos enfants dans les villes, ils parlent seulement français, ils parlent anglais et puis arriver dans un village ou dans une autre ville peuvent rencontrer leurs frères et leurs sœurs et ils peuvent se mettre ensemble. Cet inceste là, c'est ça qui est à l'origine des accidents de la circulation, la mort par le sang. Monsieur César-Lotou, je voudrais que vous me pardonnez, mais quand je parle de ma tradition, je peux parler et peut-être m'écouler ici. Parce que si vous vous imaginez un seul instant que mes enfants que j'ai à la maison peuvent se mettre avec leurs cousins, comme on l'appelle en français, sinon avec leurs frères. Parce que si ça n'avait pas été la langue d'emprunt, on ne serait pas en train de parler de cousins. Donc je voudrais dire tous mes encouragements à M. Ndimvan et dire aux autorités administratives beaucoup plus, les autorités qui ont la charge de signer les états civils là, parce qu'on ne peut pas choisir M. Ndougou pour être officier d'état civil en Nkola Famba alors qu'il est ressortissant de Ngomza. Parce que l'officier doit pouvoir connaître les liens de parenté dans sa zone. Merci de m'avoir invité. Bonsoir, président Aristide Nkeka. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision et surtout de ce prestigieux plateau. Je voudrais, à la suite de mon frère Ndougou, il pose là un problème de tradition qui est fondamental. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est consécutif à chaque de ces coutumes des différents départements et autres régions. Je prends rien que le cas du Cameroun. Vous savez que dans notre grand nord natal, vous avez des cousins et même des frères consanguins qui se marient. Ça c'est un peu la nuance. Vous avez, si vous allez un peu en Afrique de l'Ouest, vous avez des frères pratiquement, des frères consanguins qui se marient. Vous voyez? Mais maintenant, ce qui dit est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir enseigner la coutume, nos us et coutumes à nos enfants. Parce que ce qui se fait ailleurs ne se fait pas à Nkola Famba, où il dénonce le cas. C'est-à-dire que c'est un chef traditionnel qui attire l'attention des officiers d'état civil sur le mariage d'un petit-fils, d'un petit-fils et son cousin, notamment des cousins qui veulent se marier. Donc c'est une interpellation qui est salutaire et qui amène des parents. C'est-à-dire qu'il a dit une chose qui est très fondamentale, de ramener les enfants, de leur enseigner grosso modo leur culture. Je voudrais rester là pour faire un coucou aux habitants du département du Onkam, le Onkam a été très couru ce week-end par deux événements majeurs. Vous savez que la vice-présidente du MCNC, Laurence Monté, a perdu sa fille, ce qui a traîné un certain nombre de personnalités de la République de ce côté-là. Je voudrais profiter de ce plateau pour lui adresser encore mes condoléances renouvelées et à toute la famille du MCNC et surtout du président Monté. Et aussi, il y a eu d'autres événements majeurs, c'était le Vendôme. Vous savez, le Vendôme, c'est une activité culturelle du côté de Fendjomokwet qui s'est tenue notamment ce week-end. Je le dis pourquoi? Parce que j'y ai fait un tour avec notamment le correspondant d'Equinox Télévision de ce côté-là, mais entre le tronçon, vous savez, lorsque vous arrivez dans le Onkam, au niveau du grand carrefour qui est, chez nous on appelle ça la place Tienkwemo. Vous savez, la place Tienkwemo, c'était le roi des banques qui a été... La place Panchi? Non. Panchi, c'est l'eau. On appelle Panchi, pourquoi? Panchi, c'est parce que... Au même endroit. Au même endroit. Parce que Panchi, exactement, exactement, le même endroit. Panchi, pourquoi? En traduction littérale, ça veut dire l'eau rouge. Et à l'époque, il y avait une petite mare d'eau là-bas qui était totalement rouge. C'est pour ça que le nom est tribunal appelé Panchi. Mais les autorités traditionnelles, notamment de la chefferie Banca, avaient baptisé cette place Tienkwemo. Vous savez que le roi Tienkwemo, le roi des Banca, c'est lui qui a pratiquement développé tout le groupement. Et notamment, vous avez l'église catholique nous avons offert pratiquement les terres et autres pour l'implantation de l'infrastructure. Aujourd'hui, peut-être les gens ne le savent pas, la résidence du préfet et autres, le collège Saint-Paul est sur les terres du groupement Banca. C'est important de le dire. Donc,
pour les traditionnalistes que nous sommes et tout le peuple banca, cette place, le grand carrefour, la place Saint-Clément. Donc, lorsque vous prenez cet embranchement pour aller du côté de Banja, il y a des nids de cratères, Serge Alain. Plus précisément, au niveau du village Bacho, vous avez des nids de cratères. Le cardan du correspondant d'Equinox Télévision, il est pratiquement laissé là-bas parce qu'il y a des nids de cratères. J'espère que les personnalités qui ont fait le trajet ont pu constater, et je le disais à Hu et à Dia dans une autre émission, surtout sur Equinox Télévision, nous interpellons ici le ministre des Travaux publics qui avait, depuis pratiquement un an, nous avait annoncé qu'il y a, pour les travaux, c'est-à-dire que pas les grosses œuvres, qu'il y a une mission, une cellule au niveau du ministère des Travaux publics, autant pour moi, qui est là pour gérer ces cas, pour éviter qu'il y ait des accidents. Il ne faudrait pas qu'on attende que les gens puissent avoir des accidents pour qu'on puisse appeler les autorités traditionnelles pour venir conjurer les dieux. Non, il n'est pas question de conjurer les dieux. Il est question d'arranger simplement ce tronçon-là. Je voudrais totalement sortir, il a parlé des traditions, pour faire un tour, vous m'avez charité tout à l'heure à l'entrée de cette émission, du côté du Grand Nord. Vous savez que c'est déplorable. Est-ce que vous savez qu'au niveau du département de Logan-de-Charry, vous n'avez pas un pneumologue? Vous avez un manque de spécialistes au niveau de l'hôpital régional de Kousséry. Le médecin qui a, de ce côté-là, le docteur Yaya, qui a fait des pieds et des mains pour aménager l'hôpital, pour rendre l'hôpital vivable, pour rendre l'hôpital véritablement fonctionnel, mais il se pose un problème de ressources humaines. Il n'y a pas assez de spécialistes là-bas. Aujourd'hui, vous avez des malades qui sont atteints de Kousséry, des malades qui sont atteints de pneumonie, mais qui sont obligés de traverser pour aller au Tchad, en N'Djamena. Et on vous dit que là-bas, en termes de spécialité, ce n'est pas toujours ça. Et du coup, vous avez un seul spécialiste qui est au niveau de Garoua, qui est au niveau de l'hôpital de Garoua. Donc, ceux qui sont dans le département de Logan-de-Charry sont obligés soit d'aller à Maroua, soit d'aller au niveau de Garoua. Et actuellement, je vous parle, le pneumologue en question est en déplacement pour des questions de service au niveau de Yaoundé. Donc, il faille l'attendre pour qu'il revienne jusqu'à la fin du mois pour que les patients... Et là, la maladie n'attend pas. Et là, la maladie n'attend pas. Donc, ça, c'était pour mon entrée à cette émission. Je vous salue tous les Camerounais. Voilà, tous les Camerounais vous ont suivi. Hein. Ce soir, c'est un peu particulier. Hein. Serge Gauthier Ononina, la question, elle est là. Hein. Est-ce que le gouvernement a réagi de manière prompte? L'intervention de l'État. J'ai dit que c'est arrivé par un vol Air France. D'accord? Oui, je voudrais dire que je ne sais pas si je dois répondre par oui ou non, mais je voudrais plutôt dire que dans les décisions gouvernementales, il était question que, en plus de la prise en charge de la Covid, ait des répercussions économiques et sociales. C'est la question fondamentale que nous devons nous poser. Y a-t-il eu, au regard des actions posées, des décisions prises, des actes menés, des répercussions économiques et sociales? Commençons par relever, vous l'avez dit, qu'il y a eu 3 actions gouvernementales, 3 mesures gouvernementales. Il y a d'abord eu un assouplissement fiscal de 116 milliards de francs CFA. On suppose que c'était un clin d'œil au secteur privé. Il y a eu maintenant 180 milliards qui eux-mêmes ont été segmentés en deux. 130 milliards répartis à 24 administrations dont et ministères, et donc administration parce qu'il y a la DGSN, la Cour suprême qui font partie de l'administration, et c'est une 50aine de milliards. Parce qu'on est obligé d'évoquer cet aspect. Il y a des entreprises publiques de l'État du Cameroun qui ont bénéficié d'un financement de 50 milliards dans le cadre, premièrement, de l'apurement de la dette, 25 milliards. Ces entreprises s'appellent Eneo, s'appellent Kamwata. Ces entreprises s'appellent Camtel, s'appellent Camerco, s'appellent Isacam. Mais il y a également eu, dans le cadre de l'avance, parce qu'il y a eu des problèmes, dit-on, de trésorerie, l'État du Cameroun a également engagé des avances de trésorerie pour soutenir, dit-on, ses abonnés qui avaient des problèmes de ce côté. Ça a aussi été un apurement de ce côté à hauteur sensiblement également de 25 milliards. Donc Eneo a eu la plus grosse enveloppe qui est de 15 milliards de francs CFA, 2 milliards et demi pour la CDC, et de ces 2 milliards, Campos 2 milliards et demi, Camtel, Camwata 500 millions et Cambrai 1 milliard. Ce qu'il faut relever rapidement concernant déjà la plupart des entreprises, si on exclut une entreprise comme Eneo qui fait le bénéfice, la plupart des entreprises qui sont citées, pour la plupart là, sont des entreprises qui ont des difficultés. Car, il faut le dire, 22 entreprises au Cameroun sont menacées, font un chiffre négatif de -0. C'est-à-dire de 0 à -100%.
elles sont 22, ça menace 23 430 emplois. Et ces entreprises dont l'État, voilà une action. Maintenant, il y a ce que le ministère, les administrations ont reçu, notamment, vous venez d'indiquer les grosses enveloppes qui sont celles de la santé publique avec ses 45 milliards, le Minepad 26 milliards et les autres. Ce qu'on pourrait se poser comme question de fond, et vous avez, on ne va pas, si vous voulez, on pourrait revenir sur la polémique au niveau du ministère de la Santé, naturellement, avec un ensemble, les conclusions du rapport d'audit qui parle de manquement, de mauvaises pratiques et de détournements avérés. Et quand il parle de mauvaises pratiques et de détournements avérés, on pense d'abord, premièrement, à cet achat de médicaments, d'un stock de médicaments de 536 millions de francs CFA, dont les marchés ont été passés à 4 entreprises, et dont les entreprises estiment avoir livré, elles ont été payées, mais lorsque la commission d'audit vient chercher à trouver, identifier ces stocks, non seulement ils ne les trouvent pas, ils ne les voient nulle part alors que les factures ont été payées. Le rapport d'audit, ce n'est pas moi qui le dis, conclut donc que soit ça a été des marchés fictifs dans un cas, soit ces médicaments ont été détournés à des fins privées. Ça, c'est 536 millions de francs. Maintenant, le gros de l'affaire, c'est 1 700 000 tests de Covid achetés par le ministère de la Santé auprès de Medline Medical Cameroun, qui est lui-même une succursale de Medline, qui est une entreprise coréenne, dont il faut rappeler qu'elle est née curieusement au Cameroun en 2019 et avait indiqué qu'elle a même en plus des magasins, des gros magasins, jusqu'à un avion qui était capable de nous fournir. Mais je demande aux Camerounais s'ils ont vu un avion de l'entreprise, un avion privé, si ce n'était pas des entreprises françaises et d'autres, pour ne pas leur faire la publicité, qui venaient nous livrer. L'État du Cameroun a fait à travers son ministère du Commerce ce qu'ils appellent le mercurial. Et il disait que le test coûtait autour de 6 000 quelque chose de francs CFA. Celui qui fabrique le produit, le laboratoire s'appelle Biosensor SD, dit que son produit coûte 7 084 francs CFA. Mais nous, à l'État du Cameroun, nous sommes allés acheter à travers le ministère de la Santé le test à 17 500 francs CFA, donc soit un gap de plus de 10 000. Et le rapport déclare et conclut donc que nous avons une perte nette qu'on a surfacturée et ça fait perdre à l'État du Cameroun 15 milliards de francs CFA, plus de 15 milliards, 374 millions de francs CFA. Il y a enfin, ou en avant-dernier, il y a 708 millions de francs CFA qui font également l'objet d'un contentieux, c'est-à-dire que le rapport d'audit indique clairement dit qu'il y a des prestataires qui ont été payés pour des tâches, des prestations inachevées, pour une enveloppe au départ des marchés passés à hauteur d'1,250 milliard, mais quand on regarde les réalisations de ces marchés au 31 décembre 2020, la plupart n'avaient pas été réalisés et ça faisait perdre à l'État 708 millions de francs. Ces marchés sont la réhabilitation du pavillon de radiologie, de pneumonie de l'hôpital central, mais également du pavillon, la gare de l'hôpital central, mais également un poste de santé à l'entrée de l'aéroport de Simalène, de Yaoundé-Simalène. Il y a enfin, concernant le MINAT, il y a le paiement, il y a la vente controversée de 15 000 tests de dépistage rapide Covid 2019 du MINAT, avec surtout ce que le rapport révèle, c'est l'opacité des entreprises attributaires et surtout la question réelle de leur propriété. Est-ce que c'est des gens qui existent véritablement? Est-ce qu'ils sont connus? Et le paiement sans facturation. On pourra revenir par exemple sur la raison d'être, l'utilisation de certains ministères par l'argent qui leur a été affecté, si on prend le cas du ministère par exemple et autres. Restons sur l'intervention de l'État. Aujourd'hui, on parle de l'intervention de l'État. La pandémie arrive, comme je l'ai dit, en mars, par un avion. Et l'État, le Premier ministre chef du gouvernement, fait une déclaration le 17 mars 2020. Il y a un ensemble de mesures dictées par le gouvernement qui sont mise à la connaissance des Camerounais. Ensuite, il y a
On apprend qu'il y a une enveloppe de 180 millions. Et 180 milliards, est-ce que pour vous, l'État a fait ce qu'il fallait au bon moment? Monsieur Serge Alaoutou, votre question c'est oui et non. Oui, pourquoi? Parce que le coronavirus est une pandémie qui a touché tout le monde entier et le Cameroun a été touché en masse, précisément comme vous l'avez dit. Mais nous avons eu une allocution d'un budget de 489 milliards pour gérer les crises sanitaires au Cameroun. Et l'année de 2020 a été donné 296 milliards. Et nous avons déjà utilisé 180 milliards qui fait un problématique au Cameroun. Et selon les résultats ou bien l'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême, on nous parle de 18 milliards qui est perdu. La question c'est, les 18 milliards là sont partis où? Voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que cet argent qui a été utilisé pour pouvoir combattre les crises sanitaires, appelé le coronavirus, est également l'argent des contribuables des Camerounais. Comme nous le savons tous, dans cet argent de 180 milliards, 137 milliards est l'argent des contribuables des Camerounais qui a été donné par l'État camerounais. Il y a seulement 43 milliards qui a été donné par les bailleurs de fonds et les autres personnes comme Gouchingi qui nous a aidés et Oka qui nous a donné les sacs de riz que les Camerounais sont toujours à l'attente de cette partage. Vous attendez toujours Nous attendons toujours parce que le riz là a été donné pour pouvoir aider les Camerounais parce que c'est un des dons qui a été donné par Oka pour pouvoir nous aider. Donc c'est notre riz et on attend toujours. Donc je disais tantôt que 180 milliards qui a été budgétisé pour l'année 2020 qui fait un problématique au Cameroun. Et nous avons vu plus de 24 ministères au Cameroun qui ont bénéficié de ce budget, vraiment. Et les Camerounais se demandent beaucoup de questions parce que moi je voudrais juste m'intéresser sur le contrôle du peuple camerounais parce que je suis la voix des sans-voix. C'est notre argent et on doit avoir les résultats. On doit avoir le bilan de cet argent. Le président Biya est arrivé, évidemment, le président Biya est arrivé et il nous a demandé un audit. Il a demandé qu'on nous fasse un audit sur cet argent. Premièrement, moi je voulais souligner que le président Biya n'a pas demandé l'audit parce qu'il voulait vraiment la traçabilité de cet argent. Parce que jusqu'à présent, les résultats de la Chambre de comptes est sorti, mais nous ne savons pas, on n'a pas dit X ou Y a pris cet argent. Et tous ceux qui ont été impliqués sur le scandale de Covid-19, les fonds Covid-19 sont toujours dehors. Donc c'est ce que moi je souligne parce que je pense que le président Biya a demandé cet audit parce qu'il est allé vers les bailleurs de fonds qui est le FMI pour demander l'argent et on a dit on veut la traçabilité de cet argent. Vraiment, M. Serge Alaoutou, moi je redis et je dis encore, si le président Biya était vraiment le président qui voulait la traçabilité de cet argent, on ne devait pas toujours être en train de débattre sur ce sujet. Parce que chaque jour nous parlons, les fonds Covid-19, depuis le mois de juin, jusqu'à présent, rien n'est fait. On nous a demandé d'avoir ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Nous avons tous accordé ça au gouvernement camerounais. Mais jusqu'à présent, les résultats sont sortis. 18 milliards a disparu. Ceux qui ont détourné cet argent sont toujours là, ils respirent de l'air. Or, c'est l'argent des contribuables des Camerounais, c'est notre sang. Et le sang parle, M. Serge Alaoutou. Moi, j'ai besoin d'une action du président. Moi, je voudrais entendre que le président Biya... C'est à la justice de faire son boulot. C'est la justice, mais M. Serge Alaoutou, est-ce que vous savez que même le ministère de la Justice est impliqué dans ce scandale? Lui-même, il a eu sa part d'argent dans ces 180 milliards. Maintenant, qui va contrôler qui? Qui va contrôler qui? Lui-même, il a eu sa part d'argent. Ce ministère a été... Sa part d'argent, comment? Il a eu sa part d'argent pour pouvoir gérer les crises sanitaires. Non. Comment ça? Non, il n'y a que la Cour suprême qui a eu... Il n'y a pas le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice n'a pas eu un financement. Le ministère de la Cour suprême... La Cour suprême a eu 1 milliard. A eu 1 milliard. Il n'y a pas le ministère de la Justice. La Cour suprême fait partie de la justice du Cameroun. Oui. Ça fait partie de la justice. Non. Monsieur Serge Alaoutou. Parce que là, vous avez dit le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice est... Bon, monsieur Serge Alaoutou, est-ce que la Cour suprême est différente de le ministère de la Justice? Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr. Parce que tous les deux ont le même objectif, c'est pouvoir nous amener la loi ou bien implémenter la loi au Cameroun. Donc moi, je ne vois pas la grande différence. Non. Parce que, monsieur Serge Alaoutou, je ne vous coupe pas.
On nous a dit la chambre de compte. Oui. It's at the audit room of the Supreme Court. Okay. Okay? So you cannot separate these two entities. It is still justice. Yes. Because it is the Supreme Court who made the audit. And now, when something, like you have a case in Cameroon actually, now, and the lower courts, like the Court of First Instance, the Appellate Court cannot, you send it at the Supreme Court. It still involves the Ministry of Justice. So you cannot separate it. Because who is supposed to do what? Non, je crois que c'est clair. On a bien mentionné Cour suprême. Pourquoi on n'a pas mis ministère de la Justice? Bon, vous croyez que c'est le fait du hasard? C'est pas du hasard. C'est pour vous dire que l'État camerounais est un État de manipulation. Non. C'est un État de manipulation, monsieur Serge. Parce qu'on ne peut pas nous dire que la Cour suprême est différente du ministre de la Justice. Non, c'est pas différent. Non. Ceux qui ont fait la répartition, savent pourquoi ils ont mis Cour suprême au lieu de le ministère de la Justice. Bon. Donc c'est pas la même chose. Moi, je dis c'est la même chose parce qu'ils exercent sur... They have the same competence. Because when a case it cannot work at the Ministry of... at the Court of First Instance, you send it at the Appellate Court and you send it at the Supreme Court. And this audit, l'audit que nous sommes en train de débattre de 180 milliards, a été regardé par la Cour suprême. La Chambre des comptes de la Cour suprême. Ouais. Pourquoi on doit séparer le ministre de la Justice et la Cour suprême? Donc, M. Sejalon, moi je dis justement que l'État camerounais a fait ce qu'il voulait faire parce qu'ils avaient besoin d'argent. Pas parce qu'ils voulaient vraiment combattre ou bien pouvoir répuster contre les crises sanitaires appelées le coronavirus au Cameroun. Donc moi je suis désolée parce que il n'y a pas d'efficacité. L'argent a été donné pour pouvoir gérer les crises, mais on a suivi à la Quintini comment les gens se plaignaient, il n'y avait pas les tests. Il y a eu une surfacturation des tests. Également, on a eu le ministre des Recherches scientifiques qui nous a parlé tout ce qu'elle a dit. Mais jusqu'à présent, M. Sejalon, les Camerounais continuent à souffrir et je vais vous dire, les tests qu'on nous a parlé, que le ministre de la Santé, il a donné 4 marchés fictifs. 4 marchés avec une surfacturisation de plus de 15 milliards. Moi, je vous le dis, ça c'est l'argent des Camerounais et les Camerounais ont besoin qu'on applique la loi. Qu'on applique la loi, que ceux qui ont détourné les 18 milliards qui ont été dits par la Chambre des comptes de la Cour suprême soient mis aux arrêts. C'est très important. Voilà, Raphaël Ndougou, cette situation, l'État, après l'arrivée, on va le dire comme ça, de la pandémie, a mis un ensemble de mesures pour protéger les Camerounais face à cette nébuleuse, on va le dire comme ça, que personne ne maîtrisait véritablement. Beaucoup d'argent est sorti, la Chambre a fait son rapport. Ça, j'en ai pour dire que le président ne voulait pas la traçabilité n'est pas vrai. N'est pas vrai parce que la justice est libre. Libre, pourquoi? Parce que au regard du simple rapport, ou alors du rapport de la Chambre des comptes, les procureurs dans le TCS peuvent, à partir de demain, les auditions se poursuivent. Les auditions se poursuivent. Auprès des personnalités impliquées. Indexées, ouais. Donc, il n'est pas, ça ne souffle aucun doute. Attendre même que l'État réagisse, non. Pour la simple raison que la justice est libre. Donc si les magistrats ne font pas leur travail, c'est un problème. Parce que celui qui conduit, ou alors qui est le président de cette chambre-là, était hier au TCS. Aujourd'hui, à la Cour des comptes. C'est Yababdou. Oui. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'on n'a pas besoin d'attendre. On a vu il n'y a pas très longtemps, pour une simple dénonciation, on a vu une personnalité qui a été auditionnée au TCS. On en a parlé, les gens en ont parlé partout. Donc c'est pour dire que, et je veux rassurer Nadia tout simplement que, à ce niveau, c'est le travail des magistrats. C'est le travail des magistrats, c'est eux. Pas besoin. Maintenant, peut-être que lui, elle pense qu'il faille que le président enlève ces personnalités-là de leur, ou alors les démêle leur fonction. Peut-être oui. Parce que, comme
ils sont soupçonnés jusqu'ici. Jusqu'ici, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Justement. Très bien. Maintenant, il peut arriver que ces personnalités-là, elles-mêmes, décident de ne plus rester à leur poste. C'est-à-dire que l'intime conviction, je suis une personnalité et moi j'ai mon honorabilité. Je préfère d'abord me mettre de côté en attendant que la justice se prononce. Je vous assure que cette affaire qui concerne la maladie, la pandémie, que nous avons vu dans le monde entier, éradiquer les populations, il n'est pas question en cet instant de venir faire la fine mouche. C'est-à-dire qu'au sorti de ce rapport, ces membres du gouvernement là et autres personnalités devaient être auditionnés jusqu'à ce que la justice se prononce dessus. Et maintenant, comment on arrive là? Ce côté vous a déjà déroulé sur le plan des chiffres. J'ai un peu regardé cette affaire, je vois qu'on a débloqué des millions pour refaire le magasin de Orca et autres là. J'ai pu vous rassurer que tout à l'heure je parlais de la tradition. À un moment donné, je me pose la question si les gens ont encore quand même un peu de sagesse. Quand on a la sagesse, on ne blague pas avec l'être humain. Quand on a la sagesse, on ne blague pas avec la santé. Ça veut dire que j'ai dit l'être humain, c'est la santé. Et je vous l'avais dit ici que tous ceux-là qui ont touché 5 francs, connu d'acheter les tests et tout ce qu'on a cité dans le rapport, et que ces gens-là n'ont pas pu mettre ces 5 francs pour cela, la justice divine d'abord, c'est-à-dire nos ancêtres qui ont accueilli certains parmi nous, ou alors ceux qui sont proches de nous, avec cette pandémie, et qu'on a vu enterrer dans les villes de Douala. Il me souvient que vous avez fait une émission ici concernant des macabées qu'on enterre à gauche et à droite. Je vous avais dit que quand vous êtes ressortissant de la meuf qu'on a au Vangoul, précisément, vous ne pouvez pas être content d'être dans une tombe ici à Douala. Vos ancêtres ne sont pas avec vous ici. Vous devez reposer dans votre village. Et les tombes peuvent, si vous voulez, les morts ne sont pas morts en Afrique. Donc, on peut dire que cette affaire a été tellement dangereuse et que les gens ont pris ça à la légère et qu'ils ont voulu faire ce que nous lisons là. Un seul mot, chers magistrats, faites le travail qui est le vôtre. Parce que ce sont les mêmes magistrats qui ont fait ce travail, quitte à ce que les mises en cause viennent donc démontrer le contraire, afin que le peuple camerounais puisse donc prendre acte de ce que le rapport n'a pas été bien ficelé. Mais tant que ce n'est pas le cas, ne laissez pas les Camerounais dans leur soif, parce que cette affaire-là aurait dû nous finir. J'ai souvent dit ici qu'on n'avait pas les moyens pour pouvoir même nous sauver. Et que si ça arrivait comme on a vu en Espagne, pour ne citer que ce pays, personne ici n'allait avoir moyen d'enterrer l'autre. Ça dit que les quelques rescapés pouvaient traverser les corps n'ayant pas la force de pouvoir nous enterrer. Et le bon Dieu, je l'ai toujours dit ici, a beaucoup aimé le Cameroun. Il ne faut pas que le bon Dieu se retourne contre ces gens-là qui ont blagué avec les fonds Covid. J'ai en mémoire en 2006 une publication de Cameroun Tribune. On ne badine pas avec les fonds BPTE. Et je dis aujourd'hui, on ne badine pas avec les fonds Covid. Ok. Prince Aristide Bekam, je vous pose également la même question. Est-ce que pour vous, la réaction du gouvernement après la survenue de la pandémie a été pour vous efficiente, prompte et efficiente? Sur le plan, comment je vais dire ça, sur le plan stratégique, c'est-à-dire que dans un départ, parce qu'il faut noter que le Covid n'est pas, on ne l'a pas vu venir. Et donc, du coup, les choses sont allées un peu en sens dessus, sens dessous. Mais tout au moins, il faut... Dans l'urgence? Dans l'urgence. Tout au moins, il faut noter que le gouvernement, à travers, autour du Premier ministre, a statué sur un plan Marshall de 479 milliards qui devait être étalé sur 3 ans. C'est-à-dire que c'était des prévisions. Mais dans un premier temps, avec l'évolution des choses, ils ont arrêté un plan de 180 milliards. Qui devrait être qui devrait être pratiquement opérationnel. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'entre mars et juin, où le président de la République prend un décret pour dire, écoutez, le fonds de solidarité et des répercussions des 180 milliards, l'argent a été dépensé. Voilà. Donc entre mars, dans l'urgence, il fallait sauver des vies. Exactement. Et l'argent était pris dans les comptes d'affectation spéciale. Ça, il faut le préciser. L'argent était pris dans les comptes d'affectation spéciale. Et en ce temps, il n'y avait pas de contrôle.
à proprement donné. Il n'y avait pas de contrôle. Donc les choses ont été faites un tout petit peu à la porte-pièce et dans l'urgence. Donc le président de la République prend un décret, notamment le 3 juin, et suivra le 22 juillet, le Premier ministre, chef du gouvernement, prend un autre décret pour la répartition. Donc la répartition que vous aviez tout fait de lui, que mon frère Onanina a tout fait de lui, c'est constitué comment? C'est-à-dire que le Premier ministre fait une réunion avec les différents membres du gouvernement, dit, écoutez, en fonction des besoins de vos différents ministères, faites-moi des propositions. Et donc, du coup, les propositions, pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans des projets, on connaît des directeurs dans leur direction, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour le besoin de public. Chacun concocte ce qu'il peut et on fait la synthèse, et donc c'est ça qui produit la répartition faite par le Premier ministre. Et du coup, on a commencé à dépenser les fonds mis auprès de chaque ministère. La troisième chose qu'il faut observer dans cette affaire, c'est que ce qu'on relève ici, c'est la mauvaise gestion. C'est-à-dire que le manque de transparence déjà dans la gestion, le fait, et c'est très important de revenir là-dessus. Ce qui a gâté cette affaire, c'est comment ils ont appelé ça, c'est le marché spécial. C'est-à-dire que le fait de dire que l'affaire du Covid est un marché spécial et qui est géré directement au niveau de la présidence de la République. Ça, c'est cette affaire. Donc, du coup, lorsque vous avez des marchés spéciaux, on fait entorse là, au cours des marchés publics. Ouais. Et c'est très important. On fait entorse au cours des marchés publics. Et du coup, vous avez des gens... Ça dit que toujours le fait que voilà, il y avait l'urgence. Il y avait l'urgence, mais ce qui est totalement faux. Vous savez qu'au Cameroun, nous avons tous les instruments. Les instruments de l'État sont là et fonctionnent normalement. Est-ce que vous savez qu'au niveau du ministère des marchés publics, vous avez des commissions où on fait le gré à gré. Et on le fait à moins d'une semaine. Oui. On le fait à moins d'une semaine. Et c'est ce qui fait en sorte qu'au niveau du rapport de la Chambre des comptes, on dénote de ce que vous avez des entreprises qu'on a pris qui n'ont pas d'expérience. Or, si on avait associé le ministère des marchés publics et notamment l'ARMP, qui a un répertoire, c'est-à-dire que qui a un répertoire des entreprises qui ont de l'expérience, c'est-à-dire que si je vous dis n'importe quoi, on voulait livrer les textes ou alors un appareil médical. Au niveau de l'ARMP, ils ont un répertoire. Il suffisait seulement d'aller dans ce répertoire et de mettre des gens en compétition pour qu'ils puissent... Vous allez continuer après le journal, c'est promis. Dans un instant, c'est des nouvelles pour le 20h. Et après, la suite, et qu'il en soit. Deuxième partie.